Et nous sommes en ligne. C'est bon, on donne le top départ, Clara? Allez, 1, 2, 3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le week-end débute bien. Bienvenue au 7e talk inspirant de Shine to Lead. Je suis Sornaï Chessei, coordonnatrice de Shine to Lead. Shine to Lead est une association qui accompagne les jeunes filles issues de milieux défavorisés à poursuivre leurs études et à développer leur leadership dans de meilleures conditions. Face au contexte du Covid-19, avec l'arrêt du programme scolaire, Shine to Lead a mis en place un programme de cours de vacances en ligne afin de permettre à plus de 100 jeunes filles issues des 14 régions du Sénégal de rattraper des cours avant la reprise de l'année scolaire. C'est dans ce sens que les talks inspirants ont été mis en place pour permettre aux jeunes filles de s'exprimer sur des thématiques assez importantes et intéressantes pour le développement de leur leadership. Ainsi, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir le professeur Cyril Mormay, psychologue clinicien, fondateur et directeur du centre du CEGID. Donc, professeur, on vous salue. Et nous avons aussi la présence de Abi Ramatambay, élève étudiante en mathématiques, économie et présidente de l'Association des Africains de Whitman College. Abi, je vous salue. Donc, tout de suite, nous allons démarrer notre 7e talk inspirant sur le thème de la santé mentale et l'adolescence. Nous savons très bien que la santé mentale est un phénomène qui est très présent dans notre société, actuellement notre société sénégalaise, mais dont nous parlons très peu. Aujourd'hui, je pense avec le professeur Cyril Mormay, nous allons échanger sur cela et il va nous édifier sur plusieurs thèmes et sur tout ce qui englobe la santé mentale avec nos jeunes lauréates et nos jeunes filles qui sont avec nous. Mousseline, Oulay Biaï. Donc, à toutes les filles, je vous salue et bon talk à tout le monde. Merci beaucoup. Professeur May, je vous donne la parole. Vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez activer votre micro, professeur. On ne vous entend toujours pas. Il faut activer votre micro. Je disais que merci à tout le monde et merci de m'avoir associé à cette initiative. Je salue aussi l'initiative de l'organisation dont la préoccupation, c'est d'accompagner plus de 55% de notre population, ça veut dire que les jeunes, les adolescents, elles font presque 55% de notre population au Sénégal. La thématique est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'une importance capitale parce que l'adolescence est une étape assez complexe, assez inédite. Tout le monde passe par là. Et elle peut devenir aussi très, très, très compliquée parce qu'il y a des changements qui peuvent non seulement perturber l'entourage de l'adolescent, mais l'adolescent lui-même. Et au cours de cette période, il y a l'adolescent a tellement besoin de compréhension, d'empathie, de patience, autant d'attitudes qui sont les outils
avec lesquels on peut l'aider à grandir et à pouvoir faire face aux problèmes. Donc, je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais je voulais en fait mettre l'accent sur le fait que nos adolescents, nos adolescentes sont dans un contexte de crise. Les sociétés africaines sont en crise. Et si je peux continuer, je peux décrire ce contexte-là, Sorna. Oui. Oui. On va laisser à Abi se présenter et donner son mot de bienvenue et après nous allons venir sur les questions entamées sur le sujet. Merci, il faut pouvoir m'arrêter. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Abi. Bonjour tout le monde. Bonjour Sorna, bonjour les filles. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir associé avec ceci aussi, même si je suis à l'autre bout du monde. Alors, je suis Abira Matambay, le professeur Serine Mormay ici est mon papa. J'ai 20 ans et lorsque j'ai fait mon parcours scolaire au cours secondaire Sacré-Cœur de Dakar. Et puis par la suite, j'ai été sélectionnée pour partir à United World College, Collège du Monde Uni en Chine, où j'ai passé 2 ans. Et puis, j'ai postulé à plusieurs écoles et j'ai été acceptée à Whitman College, qui est l'une des meilleures écoles ici à Washington, où j'ai eu une bourse. Donc, je suis en train de poursuivre mes études ici en mathématiques et économie. Je suis aussi la présidente des Africains de Whitman. C'est une association d'Africains ici. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que faire partie du leadership est quelque chose d'important. Et je pense aussi, comme professeur Serine Mormay, comme les gens l'ont mentionné, déjà que la santé mentale est essentielle, mais c'est un sujet ignoré au Sénégal. J'en ai entendu, j'ai été exposée à la santé mentale, principalement parce que mon père est psychologue, mais je pense qu'en dehors de l'environnement familial, à l'école par exemple, c'est un sujet dont je n'ai jamais entendu parler et c'était un choc pour moi de venir ici aux États-Unis et de voir comment ils mettent le focus sur la santé mentale parce qu'une santé mentale, en fait, c'est ce qui permet aux personnes de fonctionner. Donc, c'est important de pouvoir s'assurer qu'une personne est stable et de juste pouvoir écouter et accorder de l'importance à cela. Et venir ici m'a permis de me rendre compte à quel point ce sujet est ignoré au Sénégal. Donc, je trouve que c'est important qu'on en parle maintenant. Et je trouve que c'est aussi le rôle des jeunes de pouvoir en parler parce que les générations précédentes n'ont jamais vraiment été exposées à ce sujet. Et notre génération, j'ai remarqué, est celle qui commence vraiment à amorcer cette discussion sur la santé mentale. Donc, je pense que c'est pas juste, mais c'est notre responsabilité de pouvoir parler de santé mentale et pousser sur ce sujet au Sénégal. Donc, on va élaborer sur ça plus tard. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Abi. Merci de ta présence, d'avoir voulu participer à ce talk et à donner ton témoignage qui sera, je pense, très bénéfique pour nos jeunes filles qui vont participer à ce talk. Donc, professeur Serine Mormay, pour commencer le débat, nous voudrions bien savoir qu'est-ce que la santé mentale? C'est quoi? Qu'est-ce que la santé mentale? Qu'est-ce qui est englobé dans ce terme? Est-ce que santé mentale veut dire maladie mentale? Quels sont les troubles qui se trouvent sur ce terme? Je pense que c'est un équilibre. Hein? C'est un équilibre, c'est des possibilités d'adaptation. On s'adapte, c'est des aptitudes sociales, c'est un bien-être émotionnel qu'on recherche. C'est ça la santé mentale. Je pense qu'il y a un écart entre santé mentale et maladie mentale. On peut avoir une mauvaise santé mentale sans pour autant tomber dans la maladie mentale. C'est en cela qu'il faut faire tout pour que les personnes qui sont affectées par certaines situations, qui sont fragilisées, ne tombent pas dans la maladie mentale. C'est en cela que je pense qu'il faut faire la différence parce que dans notre pays, lorsque vous présentez certains symptômes, tout de suite, on dit
qui de fois, cette personne est folle, alors que nous tous, nous pouvons traverser quelque part des moments de fragilité et pouvoir les dépasser avec le soutien de notre entourage et avec nos ressources de résilience. C'est cela que je peux dire sur la santé mentale. Alors, la période de l'adolescence, si tu permets, Sorna, la période de l'adolescence est une période, il faut le dire, compliquée. Compliquée pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui se produisent. Hein, et ces changements, vous les connaissez, c'est des changements d'ordre biologique, c'est des changements d'ordre, je dirais aussi, d'ordre psychologique, c'est des changements d'ordre social, et ces changements perturbent non seulement l'entourage du sujet de l'adolescente ou de l'adolescent, mais aussi perturbent l'adolescent lui-même. Si vous permettez, si je peux continuer. Je vais donner la parole à Abi sur une question. Abi, je voudrais bien savoir, selon toi, comment tu perçois l'adolescence dans une société comme le Sénégal. Pour toi, est-ce que c'est difficile de vivre en tant qu'adolescent dans une société comme le Sénégal, comme le Sénégal? Et comment tu fais le rapport entre le fait de vivre ton adolescence dans un pays où il y a trop de pression sociale sur tous les tranches d'âge et sur les sexes, notamment chez les jeunes filles, et comment tu fais le lien avec la santé mentale? Très bonne question. Je pense que l'adolescence est compliquée partout et que toutes les sociétés ont des sortes de pressions différentes. Ça veut dire que même si je ne pense pas que le Sénégal soit un cas isolé quand il s'agit de particulières pressions sociales, parce que les pressions sociales, ça existe partout et je me suis rendu compte qu'elles sont parfois même pires dans les pays qu'on juge développés. Genre, beaucoup de personnes pensent que les États-Unis, c'est un meilleur environnement, mais il y a beaucoup de pressions sociales, je pense, qui font que c'est difficile d'être un adolescent. Personnellement, je pense que la période de mon adolescence qui a été la plus difficile, c'est être dans un environnement vulnérable comme l'école, parce que j'ai été chanceuse de vivre, d'avoir des parents qui sont supportifs, qui me supportent. Mais je pense que lorsqu'on sort de cet environnement familial et qu'on est dans un environnement tel que l'école, il y a beaucoup de variables, beaucoup d'autres adultes. Je pense que la difficulté, ça a été de naviguer avec d'autres adultes qui ne savaient pas forcément comment appréhender mon adolescence parce que j'avais des besoins personnels, je voulais être écoutée de façon différente et comme le professeur l'a dit, c'est une période complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête en ce moment. Il faut naviguer le stress académique et le stress personnel, les relations interpersonnelles avec d'autres personnes. Et je pense que lorsqu'on vit dans une société où il n'y a pas vraiment de focus sur la santé mentale, tous ces problèmes sont ignorés. Et puis, on se retrouve assez seul en fin de compte parce que on n'a pas vraiment le système de support nécessaire pour pouvoir exprimer notre opinion. Et surtout, je pense, la chose la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de mots pour exprimer comment on se sent. Parce qu'il n'y a pas de jargon pour la santé mentale. Tu peux te sentir. On ne nous apprend pas vraiment, je pense, à pouvoir nous exprimer et à pouvoir donner des mots à nos émotions. Je trouve que c'est très, très important pour un humain de pouvoir identifier comment il se sent. Et c'est ce vocabulaire qui n'a pas été intégré dans notre cursus scolaire. Donc, on se retrouve perdu face à une myriade d'émotions qui nous dépassent. Et il n'y a pas de système d'écoute nécessaire et il n'y a pas le vocabulaire nécessaire pour pouvoir communiquer ces émotions. Donc, c'est pour cela que je pense que ça a été un peu que c'est difficile pour tout le monde de pouvoir naviguer dans un tel environnement. Excellent, excellent. Professeur, est-ce que vous pouviez nous dire un peu comment est-ce que vous apprenez en tant que psychologue la santé mentale et l'adolescence? Quel lien qui peut être fait? Est-ce que réellement les adolescents, ils sont concernés par la santé mentale ou est-ce que c'est seulement les adultes
qui peuvent être qui peuvent avoir des troubles de santé mentale et si c'est le cas, quels sont les troubles liés à la santé mentale qu'on peut retrouver chez les adolescents, surtout au Sénégal? Euh, je voulais dire qu'en fait, comme c'est une période charnière, c'est une phase de transition de la vie, on sort de l'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Et qu'il y a ces transformations dont j'ai parlé et qui assaillent cet adolescent. Et ce qui est évident, c'est que c'est une phase assez difficile, assez complexe, assez perturbante, qui peut amener vers une mauvaise santé mentale. Alors, lorsque vous me dites, en fait, quels sont les symptômes et quels sont les signes d'une mauvaise santé mentale chez l'adolescent, ce que j'ai remarqué bien souvent dans mon travail, c'est l'apparition, par exemple, euh, de, de la dépression, de fait d'être triste quelque part, et qui fait suite au fait d'être incompris, le fait d'une faible estime de soi, le fait de pouvoir ne pas pouvoir gérer son corps et les relations interpersonnelles qui en deviennent compliquées, les relations interpersonnelles avec le milieu familial, mais avec aussi les pairs. L'identité, parce que la sexualité est là, il faudrait pouvoir la gérer et l'identité sexuelle est quelque peu parfois trouble dans un environnement tel que l'environnement du Sénégal. Parce que, vous savez, le Sénégal est en crise. Comme je dis, c'est un pays en situation d'urgence, c'est un pays d'une grande confusion. Comme je dis, l'éducation est passée du groupe familial élargi au couple parental. Et ce dernier n'est pas préparé à assumer ses rôles et fonctions. Être parent devient de plus en plus un métier, il faut l'apprendre. Il ne s'agit pas seulement d'être parent biologique. Il faut pouvoir apprendre ce métier de parent. Et c'est cela toute la complexité. Je rajouterai sur les symptômes chez l'adolescent l'anxiété. L'anxiété. L'anxiété, être anxieuse. Pourquoi on est anxieux? On est anxieux parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne maîtrise pas forcément toutes les pulsions qui sont en nous et comme disait tout à l'heure Abi, ben, on n'a personne avec qui communiquer hein, et pouvoir exprimer cette anxiété-là. On ne la comprend même pas parfois. Hein, et c'est là où il y a bien sûr du stress. Et ce stress-là peut être assez compliqué chez l'adolescent. D'accord, très intéressant. Et sur ce côté où vous avez parlé des parents qui aujourd'hui doivent apprendre à être parents et à pouvoir bien éduquer leurs enfants et leur assurer une bonne santé mentale, qu'est-ce que, quoi sur le comportement des parents peut atteindre ou peut commencer à amener des troubles chez l'adolescent ou chez l'enfant de plus bas âge, surtout chez les jeunes filles particulièrement? Sortant depuis 35 ans dans ton pays, c'est comme ça que je parle, et j'appelle à un vaste programme d'éducation des parents. Vaste programme d'éducation des parents. Comme je disais, l'éducation est passée du groupe familial élargi, avec des personnages surnuméraires qui se sentent des prérogatives d'éducation, qui soutiennent les parents, ça veut dire c'était des badianes, c'était des grands-parents, c'était même le voisinage, vers un couple parental qui est seul à assumer ses rôles et fonctions. Et ça, je vous dis, il faudrait quelque part l'apprendre, il faudrait comprendre ce que c'est grandir et quels sont les besoins psychosociaux des jeunes et des adolescents et comment se mettre dans une posture d'écoute et d'accompagnement. L'attitude parentale, ça doit être une attitude d'abord d'empathie. Ça veut dire comprendre l'adolescent, comprendre ses besoins et pouvoir avoir la patience pour l'accompagner. Alors, quelles sont les attitudes des parents aujourd'hui? C'est des situations de maltraitance graves. Des situations de maltraitance graves, la pression sur l'adolescent, des abus multiples et surtout dans le contexte d'une société patriarcale comme le Sénégal,
Ben, écoute, Mhm. une maltraitance liée au fait du genre. C'est parce que c'est une fille qu'on va se comporter de cette façon avec elle. Et à partir de ce moment-là, naturellement, il y a des pressions qui affectent la jeune fille et qui l'empêchent de pouvoir prendre en charge ses états émotionnels. Je ne vous cache pas que sur les jeunes qui font des tentatives de suicide ou qui présentent des risques suicidaires élevés, on retrouve beaucoup d'adolescentes parce que bien souvent, la société patriarcale exerce plus de pression sur elles et plus de situations de maltraitance sur elles. On leur demande énormément de choses et sans pour autant pouvoir comprendre l'étape difficile dans laquelle elles sont et pouvoir avoir de la patience et de l'écoute et de l'empathie pour pouvoir les accompagner vers l'âge adulte. Alors, ces situations-là, forcément, perturbent les aptitudes sociales, perturbent aussi l'adaptation et en famille et dans la société. D'accord. Donc, professeur, vous pouvez alors nous confirmer qu'on est quand même dans une situation au Sénégal où il est confirmé que les jeunes filles peuvent subir beaucoup plus de pression que les garçons dans l'éducation et peuvent être beaucoup plus affectés par la santé mentale que les garçons. Mais c'est une évidence, c'est une société patriarcale et en plus confuse. Il n'y a pas de projet de société. Ce n'est pas une société la société sénégalaise qui se pense, non, et qui veut opérer des ruptures. C'est une société foncièrement réactionnaire. On a beau dire, mais lorsque tu l'observes, c'est une société qui ne bouge pas. Okay? Les idéologies gérontocratiques sont encore là. Et fondamentalement, elles enserrent ces idéologies-là, la jeune fille dans une pression et dans un manque d'empathie extraordinaire. Ce que je confirme, c'est que lorsqu'on est dans mon métier, c'est les jeunes filles qu'on voit qui sont les plus affectées par une mauvaise santé mentale. Ça, c'est une évidence. Ça, je l'ai écrit plusieurs fois en disant qu'il faudrait faire focus sur comment accompagner ces jeunes filles dans le contexte d'une société en crise. Comment pouvoir développer une écoute, une attention particulière et une compréhension de ces jeunes filles à des fins que les pressions sociales et de la famille et de l'environnement ne puissent pas affecter leur développement parce qu'elles sont intelligentes, elles vont à l'école pour devenir savantes, mais l'environnement peut notoirement perturber en fait leur évolution. D'accord. Professeur, une dernière question. Après, on va donner la parole aux jeunes filles pour qu'elles puissent de se faire sur le thème. Je ne vous ai pas Vous m'avez entendu. entendu? Non, pas du tout. Une dernière question et voilà, une dernière question. Après, on va donner la parole aux jeunes filles, qu'elles puissent poser leurs questions et que nous puissions échanger avec elles pour savoir leur ressenti sur ce thème. Donc, la dernière question, c'est comment reconnaître les signes d'un trouble de santé mentale chez l'adolescent en tant que parent ou en tant que jeune fille, parce que des fois, entre amis ou entre camarades de classe, on peut constater qu'une de nos camarades est un peu timide, n'aime pas parler ou s'énerve très vite. Donc, comment, en tant que parent ou en tant qu'ami ou proche, on peut reconnaître certains signes de trouble mental, de souffrance mentale chez un adolescent ou une adolescente? Sornant l'isolement, l'irritabilité, le fait de s'énerver très souvent et de ne pas en sortir parce qu'il faut du temps. Je pense que l'irritabilité qui est là et qui perdure, ou cette situation dépressive qui confine l'adolescent qui ne veut plus partager ou échanger avec les autres, sont des signaux quelque part de souffrance et de troubles, je ne dirais pas de troubles mentaux, je n'arrive pas encore là, qui peuvent mobiliser l'entourage, ça veut dire les pères ou la famille, pour être plus empathique, pour être plus attentionné
pour aider l'autre à dépasser cette phase. Mais ce que je peux vous dire du Sénégal, ce qui signifie la mauvaise santé mentale des jeunes filles, c'est Dine Maïmouna. Chaque année, dans votre pays, le Sénégal, des centaines de jeunes filles tombent dans une crise d'hystérie collective et à l'école. On ne se pose pas la question. Qu'est-ce qui arrive? Je dis, mais pourquoi Dine Maïmouna n'attaque pas les jeunes garçons ou les marabouts ou je ne sais pas qui, mais attaque les jeunes filles? Cela signifie, ni plus ni moins, qu'il y a des fragilités chez les jeunes filles qui fondent que Dine Maïmouna les attaque. C'est une crise d'hystérie collective et c'est souvent les adolescentes qui sont touchées et on ne s'est jamais posé la question. Si, moi, je me suis posé la question, j'ai fait appel au pouvoir public en disant qu'il nous faut développer des programmes de prévention, surtout qu'on connaît la saison de manifestation de Dine Maïmouna. Et ce que je me demande, avec le nombre de marabouts qu'on a dans le pays, pourquoi il n'essaie pas de nous emprisonner Dine Maïmouna? Parce qu'à la période mars, avril, mai, c'est là où elle se manifeste, attaque les jeunes filles, soi-disant, et les fait tomber dans une crise d'hystérie collective. Et bien souvent, à la sortie de ces crises, il y a bien souvent des filles qui continuent d'être dans une situation de grande fragilité. Donc, voilà quelque chose qui signifie le fait d'une mauvaise santé mentale de nos jeunes filles. Sur tout le territoire du Sénégal, en cette saison, mars, avril, mai, je dis, il y a des centaines de jeunes filles qui tombent, soi-disant, parce que Dine Maïmouna les a attaquées. Alors, comment emprisonner Dine Maïmouna? Comment faire en sorte qu'elle ne soit pas dans cette posture de crise d'hystérie qui les amène bien souvent à en fait, certaines d'entre elles dans une grande fragilité. En tout cas, ça cache beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances invisibles qui sont révélées à travers ces crises. Effectivement, très intéressant, professeur, très intéressant. Donc, on va passer aux questions des jeunes filles. Nous allons donner la parole à Fat Bintou Diakhaté. Fat Bintou, tu peux activer ton micro. Oui, c'est fait. Voilà, Fat Bintou, nous écoutons ta question sur le sujet. D'accord. D'abord, je suis très contente de pouvoir participer à cette rencontre. Donc, je m'appelle Fat Bintou Diakhaté. Je faisais la première S1 et cette année, je vais être en terminale. Donc, ma question, c'est quelle distinction on peut faire entre le stress et la peur? Voilà. Très bonne question. Très bonne question. Si je peux définir le stress, je dirais que c'est une réaction normale à une situation anormale. Le stress, nous sommes tous stressés quelque part. Il y a ce stress du quotidien, parce que quand vous vous levez le matin et que vous allez à l'école, il faut une dose de stress pour pouvoir vous lever. Mais lorsque votre stress vous envahit et vous handicape et vous amène dans des situations de peur ou de phobie, hein, j'ai rencontré énormément de phobies sociales chez les adolescentes au Sénégal. Ça veut dire peur de l'environnement social, de pouvoir sortir. Quand ça devient, cette peur devient quotidienne, ben, écoute, vous êtes dans une situation de stress pas du tout normale. Et à partir de ce moment-là, il faudrait pouvoir consulter et pouvoir être soutenu et dépasser en fait la situation. Donc, je définis le stress comme une réaction normale à une situation anormale. La situation anormale, c'est toutes les pressions, c'est tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez vivre dans votre environnement, que ce soit l'école ou la famille, et qui vous assaille et qui vous dépasse. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de pouvoir dépasser la situation. Vous n'avez pas les ressources de résilience. Ça veut dire que les ressources qui vous permettent de faire face à l'adversité, ou vous n'avez pas des personnes sur qui vous appuyez pour dépasser cela. Et à partir de ce moment-là, des peurs, des angoisses, de l'anxiété peuvent vous envahir momentanément ou durablement. Et c'est là où vous avez besoin, quelque part, de soutien, d'une bonne écoute active, une personne sur qui vous pouvez compter et qui puisse vous permettre d'élaborer un système pour faire face.
Voilà, Fatou Bintou, c'est que Santi Beret, ton nom, Diakhaté, ça, c'est des gens qui aiment beaucoup manger. Bon, voilà, hein, c'est ça. Abi, selon toi, en tant que jeune fille, comment tu fais la différence entre le stress et la peur? Ton micro. Je pense que je vais répondre de la même façon que professeur Serine, mais je pense que la peur survient au moment où on se retrouve envahi par le stress, où il n'y a pas vraiment où on se retrouve déstabilisé en fin de compte. Et je pense qu'il faut pouvoir appréhender le stress d'une manière assez positive parce que je pense qu'il y a bien sûr un niveau de stress qui n'est plus sain, mais que ce que j'ai appris pendant mon parcours scolaire au Sénégal, c'est qu'il y a un niveau de stress qui agit comme un catalyseur. Donc, il ne faut pas avoir peur de son stress. On est stressé tout le temps. Et je pense que le stress fait partie de la vie. Bien sûr, il faut savoir s'arrêter lorsque le stress se transforme en peur. Mais j'ai vraiment appris, je pense, grâce à mes parents et un travail personnel à pouvoir travailler, à pouvoir juste contrôler mon stress. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment donné, transformer notre stress en une force positive. Donc, je pense que ce que j'essaie de dire ici, qu'il ne faut pas avoir peur d'être stressé. Parce que la plupart du temps, on n'est même pas encore stressé, qu'on a peur. Oh mon Dieu, j'ai un examen, je vais être stressé, je ne veux pas être stressé. C'est tout à fait normal d'être stressé. Il faut juste savoir naviguer genre, cette zone entre stress et peur. C'est-à-dire genre, trouver un équilibre et trouver un niveau de stress qui nous permet juste de catalyser tous nos potentiels et de pouvoir exceller en fait. Donc, n'ayez pas peur du stress. Je suis une personne anxieuse, donc pendant une bonne partie de ma vie, j'ai toujours peur du stress. Je ne veux pas être stressée, je ne veux pas être stressée, mais le stress, ça fait partie de la vie. Il faut juste pouvoir trouver, et ce n'est pas un exercice facile de pouvoir contrôler son stress, mais je pense qu'avec beaucoup de travail et de support aussi, il faut du support. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir par soi-même. On peut, on peut arriver à trouver un équilibre sain entre un stress catalyseur et une peur handicapante. Handicapante. Effectivement, très bien. Fat Bintou, est-ce que tu es satisfait de tes réponses? As-tu une autre question ou... Oui, j'ai une autre question. La dernière. C'est comment le stress de l'imprévu peut impacter sur notre santé mentale. Le professeur demande comment le stress de l'imprévu peut impacter sur notre santé mentale, c'est-à-dire l'imprévu quand elle ne parvient pas à programmer des événements ou des activités qui viennent impacter sur sa journée, comment cela peut entraîner du stress. Mais Fatmitou, je pense qu'on vit de stress par rapport à ce qui est imprévisible parce qu'on ne domine pas tout. Hein? On ne domine pas tout. On ne vit que dans l'imprévisible. C'est pourquoi les Sénégalais passent leur temps chez les marabouts pour essayer d'anticiper sur ce qui va arriver et qu'est-ce qui va arriver et tout ça. Je ne vous le conseille pas. C'est des manipulateurs de l'ordre et du désordre. Ils rassurent, ils soignent peut-être, mais ils ne guérissent pas. Donc, il vaut mieux faire un travail sur soi et comprendre que l'imprévisible est là. C'est vraiment notre quotidien. Et pouvoir à chaque fois pouvoir faire face, parce que je dis toujours aux gens, mais lorsque vous êtes stressé, essayez de ne pas éviter l'agent stressant. Essayez de faire face, parce que sinon on diffère tout simplement et on accumule et encore du stress. Donc Fatou Bintou, la vie est imprévisible en soi. Il faudrait tout simplement s'armer, il faudrait réfléchir, il faut pouvoir chercher du support, rechercher un environnement qui vous permette, qui vous soutienne, mais on ne peut pas éviter le stress du quotidien. C'est-à-dire en termes d'imprévisibilité, ce n'est pas possible. C'est vrai que nous sommes tous dotés d'un sentiment de toute puissance, on a envie de faire ça, c'est pour ça qu'on a des missiles
magico-fétichistes là, Mousselay, Gris, et tout ça, des antimissiles ici et là, pour essayer de faire face à ces situations-là. Mais je pense qu'il faut essayer de rechercher nos ressources personnelles, hein, nos ressources personnelles et les ressources qui dans l'environnement, peuvent contribuer à nous rassurer. Très bien, très bien. Bon, Fat Bintou, j'espère que ça te satisfait, les questions, les réponses de Céline Norbert et Abi. Donc, nous allons passer la parole à Mamfatou Diallo. Mamfatou. Oui. Mamfatou Diallo. Oui, je vous entends. Voilà, on te donne la parole, Mamfatou. Bonjour d'abord, je m'appelle Mamfatou Diallo, je suis en seconde S et je suis dans la région de Dakar. Ma question est la suivante. Est-ce que les moqueries et les harcèlements en milieu scolaire peuvent affecter notre santé mentale? Très bien. Abi, est-ce que tu peux répondre à cette question par rapport à ton expérience en tant qu'élève et étudiante, surtout qui a fait deux différents environnements? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question? Je pense que la réponse est oui. Bien sûr que les moqueries et les harcèlements peuvent affecter notre santé mentale. Et genre, ayant été dans plusieurs environnements, j'ai été sujette à toutes sortes de moqueries, Sénégal, Chine et puis États-Unis. Donc, je pense que genre, comment cela affecte notre santé mentale? Ça diminue notre estime de soi, en fait, parce qu'on se retrouve, on se retrouve agressé psychologiquement. Et la plupart du temps, ce qui se passe avec les moqueries, en fait, c'est que les adolescents peuvent être méchants. Tout le monde sait ça. C'est une période complexe. Donc, on se retrouve avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui sont aussi en train de process, de juste d'essayer de se comprendre et d'avoir une meilleure compréhension de soi. Et je pense que ce processus de compréhension de soi peut amener les gens à être méchants. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué avec les gens qui font des moqueries, c'est qu'ils essaient de projeter leurs propres insécurités sur toi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de méchant. Et je pense que ça révèle plus sur la psychologie de cette personne que sur toi. Donc, si une personne tu es moche, blablabla, ça montre, je pense que ça nous permet de voir en fait à quel point cette personne est en train d'avoir des problèmes avec une propre estime de soi. Donc, et je pense que le problème avec les moqueries au Sénégal aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de focus sur la santé mentale encore. C'est le même problème qui revient parce qu'une personne va se moquer de toi et puis voilà, genre, tu ne peux même pas en fait aller en parler à quelqu'un parce que c'est quelque chose qui est considéré comme futile ou une personne se moque de toi. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la vie. Donc, tu te retrouves seul en train d'accumuler genre toutes ces paroles qui sont blessantes et tu n'as pas vraiment une personne à qui parler. Et il y a beaucoup de... Je pense que lorsqu'on est adolescent, genre, on est coincé entre ces deux temps de notre vie, être enfant et être adulte. Et la plupart du temps, lorsque les adultes ne peuvent pas t'aider ou juste n'ont pas les capacités de pouvoir t'écouter ou te comprendre, ils mettent toute la pression de l'adulte sur toi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il te dit, oh, c'est bon, tu as 15 ans, tu peux le faire, ça va, c'est normal. Donc, il n'y a pas vraiment de compréhension et d'écoute ici, dans la mesure où l'adolescent est parfois traité comme un adulte et parfois traité comme un enfant. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre pour juste pouvoir les aider en fin de compte. Les aider, effectivement. Et Abi, pour avoir vécu les deux environnements ou deux systèmes scolaires différents dans deux pays où la culture est assez différente, est-ce que tu penses que l'harcèlement scolaire est beaucoup plus virulent dans les pays développés comme on dit qu'au Sénégal où c'est pareil, comment tu parviens à évaluer l'environnement scolaire pour les filles qui sont au Sénégal et qui
qui n'ont pas vécu cet environnement? Donc, je pense que il y a des harcèlements partout. Ça veut dire que les moqueries, harcèlement, ça existe partout. Je pense que dans n'importe quel environnement où il y a un groupe de personnes, il y aura harcèlement, il y aura moquerie. Mais ce que j'ai remarqué par contre, c'est que, par exemple, ici aux États-Unis, la santé mentale est un sujet phare, c'est-à-dire que tout le monde en parle. C'est un sujet qui est prioritisé, contrairement au Sénégal. Donc ici, il y a des systèmes d'appui. Donc, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Et je pense que parfois, lorsqu'on est harcelé au Sénégal, on ne se rend même pas compte qu'on est harcelé. On dit, ah, cette personne joue avec moi, blablabla. Mais alors qu'ici, il y a un vocabulaire et il y a une éducation sur la santé mentale qui fait que lorsqu'une personne est harcelée, la personne peut reconnaître qu'elle est harcelée. Je pense que c'est plus important, l'entourage de la personne peut reconnaître que cette personne est harcelée et pouvoir aider la personne. Mais au Sénégal, il n'y a tellement pas de jargon sur ce sujet, tellement pas d'éducation qu'une personne peut être harcelée pour des années sans se rendre compte qu'elle est harcelée et les personnes autour d'elle, autour de cette personne qui veulent aider, ne peuvent pas aider parce qu'ils ne savent pas reconnaître que cette personne est harcelée. Donc, toujours c'est le manque d'éducation sur la santé mentale qui fait que les situations d'harcèlement existent partout, mais l'éducation sur la santé mentale fait une grande différence dans comment la personne peut s'en sortir. En fait. Et ce que j'ai remarqué ici, c'est que l'harcèlement existe comme pas possible ici aux États-Unis. Je pense que c'est fou, c'est un niveau plus élevé. Plus élevé qu'au Sénégal. Effectivement. C'est pas pareil du tout. Mais nous allons prendre l'avis du professeur sur cette question. Je pense que le harcèlement, c'est le fait des adolescents. Une communauté d'adolescents, c'est tout à fait normal. C'est une communauté où le mal-être est courant. Et Abil a dit, il y a une tendance de projection, de projeter mon mal vers autrui. Est-ce que vous comprenez cela? Je projette mon mal vers autrui. C'est ce qu'on appelle une tendance à la projection. C'est pas parce que je suis mal que je projette sur autrui. Et ça, il faudrait pouvoir le comprendre. Et ce qu'il a développé qui est réel, c'est que nous manquons quelque part aussi. Regardez dans ce pays, il y a des établissements qui font 3 000, 4 000 élèves. Il n'y a pas de travailleurs sociaux. Les enseignants sont débordés. Donc, dans ces milieux-là, un adolescent peut être harcelé, peut être dans une grande souffrance sans pour autant pouvoir recourir à une entité psychosociale, ça veut dire à une assistance. Donc, je pense que là où nous devons régler nos problèmes encore au Sénégal, c'est doter ces grandes institutions-là de bureaux d'aide psychologique, que ce soit même au niveau universel. Depuis 30 ans, je plaide pour qu'il y ait des bureaux d'aide psychologique universelle dans les universités du Sénégal. Je n'ai pas été écouté, mais au niveau collège et lycée, il y a nécessairement un service social, il y a besoin d'un service social d'assistance à ces jeunes qui peuvent être harcelés, qui peuvent être en état de souffrance, sans pour autant pouvoir recourir à un adulte compétent qui puisse les aider pour s'en sortir. D'accord, très bien, effectivement. Mme Fatou, j'espère que tu es satisfait des réponses qui ont été données à ta question. Oui. Oui, donc on passe la parole à Assietou Sek. Assietou, tu peux activer ton micro. Je suis là. Oui, très bien, présente-toi Assietou. Bonjour tout le monde, je me nomme Assietou Sek, élève en classe de TS2. Je suis de la région de Dakar. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de participer à cette talk importante et inspirante. Ma question est pourquoi les adolescents souffrent plus d'inquiétude, d'anxiété aujourd'hui plus que les adultes? Je pense que c'est lié à l'incertitude face à l'avenir. À l'incertitude face à l'avenir.
et aux moyens qu'elles peuvent avoir de pouvoir s'en sortir. Elles n'ont pas les moyens économiques, mais elles n'ont pas aussi, je dirais parfois, les moyens au plan psychologique pour pouvoir s'en sortir. C'est la réaction que je peux faire sur ce chapitre. Elles sont inquiètes parce qu'elles doivent faire face à un avenir. Il y a l'incertitude aussi face à l'avenir et toutes les perturbations que j'ai évoquées par rapport à leur corps, par rapport à leur environnement, par rapport à leur philosophie, par rapport à leur vision de la vie. Et tout ceci, il faut pouvoir faire face. Effectivement. Abi? Je suis d'accord. Je vais ajouter que je pense que l'un des facteurs, c'est le fait d'être tiraillé entre aspiration personnelle et aspiration de la société. Parce qu'en tant que fille, je pense que les filles d'aujourd'hui, comme les filles d'avant, les femmes sont ambitieuses, mais elles sont encouragées à être dociles. Ça veut dire que la société les met dans une boîte, genre elle les emprisonne, elle leur donne une liste de qualités et d'actions à suivre pour être acceptées. Donc, par exemple, quelque chose que j'ai remarqué pendant mon parcours au Sénégal, c'est que les garçons étaient encouragés à être compétitifs, à se battre pour ce qu'ils voulaient, mais que les filles, d'un autre côté, oui, il faut être ambitieux, mais pas trop. Ça veut dire, on te dit, OK, sois ambitieux, mais pas trop. Sinon, ce qu'on te dit, c'est que tu es wane, voilà, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et autre chose aussi, c'est que je pense que la société sénégalaise, et comme toute autre société d'ailleurs, accorde beaucoup d'importance au physique des femmes. C'est-à-dire que la valeur d'une fille est définie par comment elle se présente physiquement. Et bien sûr, c'est important. Je pense que c'est important d'être féminine et c'est parfaitement. Je ne trouve pas que c'est anormal de vouloir être belle, mais le problème, c'est la pression que la société met sur les filles. C'est-à-dire, soit intelligente, mais aussi soit belle. Ça veut dire qu'on est dans ce tiraillement constant entre ce qu'on veut être et ce que la société veut qu'on soit. Je trouve que c'était très difficile à pouvoir naviguer et c'était difficile de pouvoir résister à cela aussi. Parce qu'à un moment, tu te dis, arrête, OK, genre, tu me donnes une liste d'attributions auxquelles je dois adhérer, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux pour moi-même. Donc, il y a ce challenge de pouvoir juste résister à ces pressions. Et je pense qu'un autre facteur, le dénominateur commun ici, c'est Internet. Parce que je pense que les médias sociaux sont un espace dans lequel on se nourrit d'anxiété. Ça veut dire que chaque fois qu'on est sur les médias sociaux, on est confronté à tellement d'informations, tellement de personnes et de visions du monde qui sont parfois toxiques, je vais dire, et encore une fois, c'est une projection. C'est-à-dire chacun projette ses anxiétés, frustrations et on se retrouve complètement perturbé par cela. Donc, quelque chose que je fais souvent personnellement, c'est juste, je ferme tous mes réseaux sociaux pour 2-3 mois, juste pour me ressourcer. Parce qu'on se rend compte du niveau de stress que l'on accumule par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, les filles qui sont ici, est-ce que vous êtes très Instagram, Facebook, Snapchat, mais il faut savoir arrêter parfois parce que ça nous draine l'esprit comme pas possible. Effectivement, effectivement. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on se met beaucoup de pression en regardant la vie des autres et en se projetant sur leur vie comme si la vie que nous avons n'est pas très intéressante ou que nous devons faire tout pour aller à un niveau supérieur. C'était une très bonne remarque. Merci, Abi. Nous allons donner la parole à Fatima Kassé. Fatima, tu peux activer ton micro et poser ta question. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci de m'avoir donné d'y participer. Ma question est la suivante. L'absence des parents qui provoque le manque d'affection peut-elle amener à l'enfant à être malade? Peut-elle amener à l'adolescent à être malade mentalement?
Professeur? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que vous parlez, lorsque vous parlez des parents biologiques, je pense que leur absence peut nous affecter, mais nous amener à une situation de trouble mental, je ne pense pas. Sauf si leur absence nous confine, nous confine dans un espace où nous sommes victimes de maltraitance, où il n'y a pas la présence d'un adulte qui puisse nous permettre de fonctionner. Et c'est-à-dire que nous sommes victimes d'une carence affective, il n'y a personne pour nous aimer, il n'y a personne pour nous apporter de la tendresse. Là, je pense que ça peut nous conduire à des fragilités. Parce que ce qui définit l'humain, c'est ce besoin de tendresse, hein, et ce besoin d'attention. Là où on ne l'a pas, ben, écoute, quelque part, ça peut nous affecter. Mais parfois, ce qu'on remarque, c'est qu'une jeune fille peut avoir tous ses parents autour d'elle et se retrouver seule et sans affection et victime de maltraitance grave. Donc, l'absence des parents n'amène pas forcément à une situation de fragilité et à une mauvaise santé mentale. Ça dépend de l'environnement dans lequel nous sommes, et je peux témoigner que de plus en plus dans notre pays, lorsque on est confié à des familles, il y a souvent des risques. Nos traditions ont complètement changé de ce point de vue-là. Hein? Aujourd'hui, lorsqu'on est confié, c'est bien souvent pour être victime de maltraitance. Les adultes n'ont plus cette conscience des prérogatives d'éducation et de toute l'attention dont un enfant a besoin et de toute la responsabilité qu'ils ont de devoir accompagner un enfant parce qu'ils sont badian, parce qu'ils sont niaï. Je pense qu'il faudrait beaucoup travailler cela et éviter le maximum possible les situations de confiance. C'est un désastre de plus en plus au sein de notre société. Pour vous rassurer, lorsque les parents sont absents, ils sont présents. Lorsqu'ils sont absents, ils sont présents. Je pense qu'il faudrait pouvoir trouver des substituts parentaux, trouver une sécurité auprès d'adultes qui sont aimants et qui sont écoutants. Ça, je pense que l'adolescent ne doit pas rester aussi dans une posture d'attente. Il faut qu'il soit agressif pour aller chercher vers d'autres personnes de l'affection et de la tendresse. Je sais que c'est très difficile dans le contexte d'une société en crise où il y a beaucoup de tontons saï-saï. Ça, je suis tout à fait d'accord de ce point de vue. D'accord. Il ne nous reste que quelques minutes de nos 1 heure de temps sur ce sujet qui est très passionnant. Nous allons passer la parole à Mati Mbaye pour qu'elle puisse nous poser sa question. Mati? Oui, voilà, présente-toi et c'est toi que nous écoutons. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mbaye, je suis lauréate de 108, élève en classe de première S2 au lycée Thiaroye. Donc, c'est avec un grand voir et un immense plaisir d'être là aujourd'hui devant vous. Bon, ma question c'est, quel est le rôle d'un parent vis-à-vis de son enfant adolescent? C'est-à-dire, quel comportement un parent doit avoir pour assurer la période adolescente de son enfant? Très bonne question. Professeur ou Abi, qui veut prendre la Dès parole? le début, j'ai dit il faut un vaste programme d'éducation des parents. Parce que les parents de maintenant, ce qui leur manque le plus, c'est la patience, la compréhension, l'empathie. Je pense que les parents, et aussi le temps, parce que au Sénégal, on a l'habitude de dire oui, les parents ont démissionné. Je dis non, ils n'ont pas démissionné, parce qu'ils n'ont jamais été missionnés. Il faudrait qu'ils comprennent leur mission d'abord. Être parent, comme je dis, est un métier, il faut l'apprendre. Ce n'est pas une donnée biologique. Donner naissance à un enfant, c'est trop facile. Mais pouvoir comprendre ses besoins et être présent. Comme je dis, il faut faire appel aux pères en état de zombification, ces pères qui disparaissent et qui laissent seuls les enfants entre les mains des mamans. Et celles-là sont débordées et à partir de ce moment, elles perdent patience pour pouvoir communiquer, pour être
rester à l'écoute parce qu'elles sont avec beaucoup de charges domestiques et bien souvent, c'est là où elles s'énervent et les adolescentes peuvent être l'objet de violences domestiques. Parce que c'est les femmes, bien souvent, qui font la violence domestique aux adolescents. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais c'est parce qu'elles sont débordées. Comme je dis, être parent aujourd'hui suppose être deux et être présent et être aimant, être écoutant et être compréhensif. Il faut comprendre que c'est une étape difficile et il faut beaucoup de patience pour conduire cet être, ce jeune vers l'âge adulte, afin qu'il ne traîne pas des casseroles en chemin. Et surtout le protéger, surtout la protéger de tous les environnements. Parce qu'aujourd'hui, tu éduques ton enfant à la maison, mais dès qu'elle sort, elle rencontre un autre environnement confus. L'environnement du Sénégal est un environnement confus. On perd ses repères. On perd complètement les repères situationnels. Donc, comment aider l'adolescent aussi à pouvoir lire sa société, comprendre, lui donner une clé de lecture de cette société confuse où les repères sont flous, on ne sait pas trop. Ça, c'est l'adulte, le parent qui doit le faire. Et sans menace, parce que les adultes ont tendance toujours à menacer. Ils pensent que l'éducation, c'est la menace. L'éducation, c'est pas cela. L'éducation, c'est aider à comprendre. Aider à comprendre. Et ça, je pense qu'il faudrait que les adultes trouvent le temps, ils trouvent le temps pour aller dans des gamous, dans des funérailles, voilà. Il faudrait qu'ils trouvent le temps de pouvoir, dans l'espace domestique, pouvoir donner du temps à l'adolescent, pouvoir l'observer, pouvoir voir des signes de détresse et pouvoir anticiper. Effectivement. Abi, une brève contribution sur cette question? Je pense que le professeur a dit l'essentiel, mais ce que je vais ajouter, c'est que je pense qu'il n'y a jamais existé un tel fossé générationnel entre parents et enfants, parce qu'il y a eu tellement de changements d'idées, de comportements, puis je pense que les parents ont du mal à pouvoir comprendre leurs enfants. Donc, je pense que si j'ai un message aux parents aujourd'hui, ce serait de pouvoir s'adapter à ces nouvelles générations. Et bien sûr, toute génération a ses qualités et défauts, mais je pense que notre génération actuellement est très progressiste et que parfois nos parents ont du mal à juste comprendre toutes ces nouvelles idées. Et c'est ce qui, je pense, est la source principale de conflit entre parents et enfants, parce que les enfants vivent sur une autre planète alors que les parents sont peut-être coincés dans le passé. Il n'y a aucun mal à être coincé dans le passé. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du passé. Je pense que les enfants, personnellement, je pense que les adolescents et adolescentes mettent plus d'efforts à pouvoir s'adapter au système de pensée de leurs parents que les parents font d'efforts à pouvoir s'adapter au système d'idées et de pensée de leurs enfants. Donc, je pense qu'il faudrait trouver un équilibre où parents et enfants sont prêts à pouvoir faire des compromis et à pouvoir s'entendre. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Très intéressant. Nous allons passer à la question de Hawa Diallo. Hawa, est-ce que tu peux activer ton micro? Hawa Diallo, elle est là? Oui, je suis là. Bonjour. Oui, Hawa, nous t'écoutons. Bonjour. Je réponds au nom de Hawa Diallo. Je viens de Diourbel. Ma question est la suivante. Quels sont les différents signes qu'on peut noter chez la personne pour conclure qu'elle souffre de cette maladie? Professeur? On ne parle pas de maladie encore. On parle de mal-être, de mal-être, parce qu'on peut être dans une situation de mal-être. On peut être quelque peu déprimé, on peut être triste. Voilà. On peut avoir des peurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire que vous avez des fragilités momentanées. Ça arrive à tout le monde. Mais le problème, c'est ne pas s'installer là-dedans très longtemps et pouvoir s'en sortir. Parce que s'installer là-dedans, c'est souvent peut-être arriver à quelque chose qui vous handicape, qui ne vous permet plus de fonctionner. Par exemple, si vous avez une phobie, ça veut dire que vous avez peur de sortir. Ça peut arriver, hein?
peur de sortir. Surtout qu'au Sénégal, on raconte beaucoup de bêtises. Et tout ça. Tu peux arriver à un moment donné où tu as peur. Moi, j'entends le Sénégal, c'est un pays qui fait peur parce que mais alors, je pense que si ça te confine dans l'espace domestique tout le temps, ben écoute, ça commence à avoir un problème. Je pense qu'il vaut mieux trouver un moyen d'un missile, d'un gris-gris, quelque chose qui te protège, je ne sais pas quoi, pour pouvoir sortir, parce que sinon, tu ne peux pas aller fonctionner avec les autres et aller à l'école. Donc, on n'est pas malade parce qu'on est triste, parce qu'on est déprimé, parce qu'on a peur, parce que voilà, on n'est pas malade. Malade, on l'est lorsque ça reste très longtemps et que ça ne vous permette pas de pouvoir vivre et de faire l'essentiel, aller à l'école, interagir avec les autres. Et c'est là où, encore une fois de plus, lorsqu'on se sent mal, il faut pouvoir parler à quelqu'un. Il ne faut pas rester voilà, isolé et tout ça. Il faut trouver, et c'est là où je fais appel aux adolescents, je dis qu'entre vous, vous pouvez énormément vous soutenir. Parce que vous vivez ensemble. Et parfois, vous vous comprenez mieux que les adultes ne vous comprennent. Donc, c'est là où j'ai fait beaucoup de formations avec des adolescents où je veux que les uns puissent aider les autres. Les uns puissent aider les autres parce que vous pouvez vous soutenir mutuellement et parce que vous avez les mêmes problèmes. Donc, encore une fois de plus, c'est parce que je suis triste, c'est parce que je suis anxieux, parce que j'ai peur, c'est pas parce qu'il y a tout cela que je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Ça, tout le monde traverse des moments comme cela. Mais c'est pouvoir s'en sortir et ne pas s'installer durablement, trop longtemps dans cette situation. Ok, très bien. Effectivement, on va passer rapidement à la question de Ouleymatou Biaye. Ouleymatou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Activez ton micro. Bonjour, je m'appelle Ouleymatou Biaye, je viens de la région de Thiès. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour participer à ce talk intéressant. Ma question en est, quel doit être le rôle de la société ou de la famille pour combattre le dysfonctionnement mental chez l'adolescent dans la société sénégalaise? Je pense que j'ai beaucoup parlé de cela en termes de prévention. Comprendre l'adolescent, comprendre ses besoins. L'adolescent a des besoins qui sont caractéristiques de son âge et pouvoir anticiper et faire en sorte que les parents soient à même de pouvoir accompagner cet adolescent. Qu'ils aient la patience, comme je dis, qu'ils soient compréhensifs, qu'ils soient empathiques. Ça, il faut éduquer les parents dans ce sens. Les parents d'aujourd'hui, là, il faut les éduquer dans ce sens-là. Et au-delà de ça, mais il faut pouvoir mettre en place des institutions, des lieux d'écoute à l'école ou dans le quartier, ou je ne sais pas où, même dans les mosquées, parce qu'il y a beaucoup de mosquées au Sénégal, je ne sais pas, ou beaucoup d'églises. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait des adultes qui ont la compétence, au-delà des parents, qui ont la compétence de pouvoir être à l'écoute de l'adolescent. C'est comme cela. Et il faut avoir un projet de société. Je l'ai dit à l'entame. Tu ne peux pas avoir une société confuse comme la société sénégalaise. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde parle dans tous les sens. Et projet de société, savoir que ce sont vous, les jeunes générations, qui êtes chargés d'élaborer le futur. Vous êtes notre richesse. Vous êtes la richesse de la nation, surtout vous les femmes. Une société où les femmes sont dans une situation, où les jeunes filles sont dans une situation de maltraitance et de violence et de mal-être, ce n'est pas une société qui peut émerger ou peut se développer. C'est faux. Ce n'est pas ni le pétrole, ni l'or, les diamants. Non, c'est des richesses. Ce sont vous qui êtes les richesses de la nation. Donc, qu'on puisse investir sur vous et qu'on puisse même faire une discrimination positive. Je dis qu'on devrait donner des bourses à toutes les jeunes filles. D'abord, pourquoi? Parce qu'on devrait les soutenir tout le temps, parce qu'elles subissent plus que les garçons. Et j'ai remarqué que de plus en plus, vous êtes plus valeureuses
j'ai vu que dans les écoles, les premières de classe, les 5 premières de classe, c'est des jeunes filles. Ça, c'est un nouveau tournant dans notre société qu'il faudrait encourager. Donc, il nous faut un projet de société qui investisse sur ces jeunes générations que vous êtes, qui sont chargées d'élaborer le futur, et plus particulièrement sur les jeunes filles. Ça, je pense que c'est politique et il faudrait s'engager au Sénégal et en Afrique, partout dans ce sens. D'accord. Une dernière question, professeur, et nous sommes à la fin de ce talk. Mousseline Mbaye, nous sommes à l'écoute de ta question. Il y a beaucoup de Mbaye ce matin. Ah oui. Les Mbaye sont en force aujourd'hui. Allez, Mousseline. Bonjour. Bonjour, Mousseline. Mon nom est Mousseline Mbaye. Je suis élève en classe de première S1 à la maison d'éducation Athéna. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce talk. Et ma question est la suivante. Est-ce que les troubles psychologiques qui ont sévi pendant la période de l'adolescence peuvent avoir des conséquences drastiques sur notre vie adulte? Merci, Mousseline. Merci, Mousseline. La question est pertinente parce que c'est pour ça qu'on est là. On ne veut pas qu'à l'adolescence, il y ait tellement de problèmes qui peuvent se poursuivre à l'âge adulte. Imaginez-vous un adolescent, une adolescente qui a été victime de graves maltraitances et d'abus. Quel adulte ça va faire? Quel parent ça va faire? C'est là où notre sujet d'aujourd'hui est tout à fait pertinent. Nous voulons faire de la prévention. On veut que les gens s'engagent à protéger les adolescents pour qu'elles ne prennent pas des casseroles, comme on dit en français facile, qu'elles ne prennent pas des casseroles, ça veut dire qu'elles arrivent à l'âge adulte dans une instabilité émotionnelle, avec des souffrances invisibles qui peuvent les empêcher d'être des adultes épanouis et des parents aussi, parce que la problématique, c'est ça, parce que bon nombre de parents qui ont souffert dans leur adolescence et qui n'ont pas été soutenus deviennent des parents maltraitants. Beaucoup de parents violents, c'est parce qu'ils ont été victimes de violences dans leur enfance. Donc, le problème, c'est dès maintenant à l'adolescence, investir pour prévenir une mauvaise santé mentale. Et ça, je pense que ceux qui le comprennent, ceux qui ont une bonne politique santé mentale, les pays qui l'ont, investissent dans cette phase de la vie qui est une phase de grande vulnérabilité à des fins qu'à l'âge adulte, les gens aient un équilibre qui leur permet de pouvoir assumer leur rôle et fonction. Très bien. Abi, nous sommes à la fin de ce talk inspirant qui a duré 1 heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dernière question et en même temps nous donner ton mot de la fin? Je pense que le professeur a bien répondu à cette question. Et c'est une question pour un psychologue. Je ne suis pas psychologue, malheureusement. Mais je pense que mon mot de fin, ce serait résister. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de pouvoir dire non. Genre, assumez-vous. Parce que la société sénégalaise est très, très difficile. Et comme le professeur l'a dit, c'est une société patriarcale. Et il n'y a rien de pire qu'une société patriarcale pour une femme. Parce que, comme j'ai dit, on est emprisonné dans une box. Dans une box, je sais pas, je parle, dans un box, et on se retrouve complètement aliéné. Donc, résistez, n'ayez pas peur de vous assumer et surtout, soyez compétitifs. Ça veut dire que ne laissez personne vous dire que vous êtes trop ambitieuse, que vous êtes trop compétitif. Il n'y a rien qui... Genre, être trop compétitif, trop ambitieux, ça n'existe pas. Genre, ayez des aspirations personnelles, genre, et ayez des standards élevés pour vous-même. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la société met la barre très, très basse pour les femmes et la barre très haute pour les hommes. Donc, n'ayez pas peur d'élever cette barre pour vous-même et résister toujours au système patriarcal. Je pense que, j'espère, dans 10 ans, ça va changer. On pourra vivre dans une société qui est juste pour tout le monde.
Donc, Espérons bien. j'espère. Espérons bien. Les hommes aiment bien contrôler et maintenir le pouvoir à leur guise. Monsieur Maï, professeur, quel est Je votre mot remercie de la fin? Gang de Teki parce que votre investissement, c'est le bon investissement. Vous investissez sur les jeunes générations qui sont chargées d'élaborer le futur. Et vous investissez sur les jeunes filles parce que c'est les plus vulnérables aujourd'hui au sein de notre société. Que vous soyez des jeunes femmes et que vous investissiez là-dessus, ça nous rassure. En attendant que, comme disait Abi, qu'on ait une société plus juste, plus démocratique et qui ait un projet de société qui, en fait, aille dans votre sens, parce que je pense que c'est dans votre sens que nous pouvons élaborer le futur et qu'on peut espérer. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui, au-delà de tout le soutien que vous apportez à ces jeunes filles, de pouvoir participer à tout ce qui peut les aider à mieux être, c'est-à-dire qu'il y ait des lieux d'écoute. Moi, je m'engage à ce jour à pouvoir être à vos côtés pour les soutenir, parce que je sais ce qu'il faut faire et comment faire en sorte de créer des groupes de parents, parce qu'au-delà de soutenir les filles, il faut soutenir aussi les parents. Voilà ce que je pense, en vous remerciant vraiment de cette invitation-là et en vous demandant de poursuivre dans ce sens-là le combat, parce que c'est interminable, mais il faudrait que ce combat-là, on le gagne ensemble pour une société meilleure. Donc, nous sommes à la fin de ce talk inspirant qui a été vraiment très inspirant, très, très passionnant et très intéressant sur le sujet de la santé mentale chez l'adolescent. Je pense que tous nos jeunes filles, nos lauréates ont bien apprécié cette discussion et ont beaucoup appris sur ce sujet et sur cette thématique. Donc, nous sommes très honorés, professeur, de vous avoir reçu, ainsi que votre fille Abby. Donc, nous vous remercions énormément. Nous remercions aussi les jeunes filles de votre collaboration et d'avoir participé à ce talk. Nous remercions toute l'équipe de Shine to Lead et nous vous donnons rendez-vous au prochain talk inspirant de Shine to Lead. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Allez, merci, au revoir. Merci.